On parle de la nature, mais la liberté, je trouve qu'il y a un vrai... Et il y a plein d'articles qui sont sortis sur ça. On est dans une génération hyper liberticide. Les enfants sont jamais libres. Et là, c'est un moment où ils peuvent reconnecter à la nature de façon complètement libre, sans contrainte, sans consigne pédagogique. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois l'équipe d'un film au micro. Oui, un film qui sortira tout prochainement au cinéma. Je suis très honorée d'avoir eu l'occasion de tendre le micro à Karine May et Hakim Zouhani, réalisatrices et réalisateurs du film La Cour des Miracles, mais également à Carole Scotta, la productrice de ce film. Je vais laisser mes invités vous dévoiler le pitch de La Cour des Miracles, mais sachez qu'on y parle d'écologie et de mixité sociale. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Carole, bonjour Karine, bonjour Hakim. Je suis ravie de vous recevoir au micro de Basilic. Aujourd'hui, on va parler d'un film que vous avez réalisé et produit qui s'appelle La Cour des Miracles et qui sortira demain dans les salles de cinéma. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, alors dans l'ordre que vous voulez? Je précise qu'on enregistre cet épisode à distance, donc c'est un petit peu différent. Les talents d'abord. Alors moi, je m'appelle Karine May et donc je suis auteure et réalisatrice notamment du film La Cour des Miracles. Donc moi, c'est Hakim Zouhani, donc co-auteur et co-réalisateur du film La Cour des Miracles. Bonjour, et moi je suis Carole Scotta et je suis une des productrices du film La Cour des Miracles pour la société Hauts-et-Court qui le distribue aussi, et donc le film sort bientôt, tout bientôt. Et donc avec Carole, on reviendra, j'imagine, aussi sur le prix EcoProd, dont j'ai envie de parler un peu plus longuement, mais plutôt en fin d'épisode. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de présenter le film aux auditeurs et aux auditrices de Basilic, que vous nous racontiez l'histoire. Alors, Karine ou Hakim, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance, que vous nous racontiez un peu ce que vous avez voulu mettre en avant aussi avec ce film. C'est une directrice... et son équipe qui travaille dans une école donc en banlieue parisienne, dans un quartier très très bitumé, et qui voit arriver de grands travaux, une grande résidence de Parisiens bobos qui arrivent, tout est végétalisé, et il y a une école publique au milieu formidable. Donc elle comprend que les enfants des nouveaux habitants n'arriveront jamais dans son école. Elle comprend qu'il n'y aura pas de mixité sociale et ça l'embête beaucoup. Et là, il y a une jeune instite qui débarque et qui dit on peut nous aussi être attractifs. On va créer la première école verte de banlieue. Donc, ils décident vraiment de se frotter un peu à l'écologie pour attirer les autres, ceux qui arrivent. Mais la jeune instite y croit vraiment. Elle fait ça vraiment pour les enfants de l'école, quoi. Et puis, petit à petit, toute l'équipe va un peu se souder autour de ce projet écologique. Et puis voilà, après, en mettant en avant tout ce que ça peut apporter de bon aux enfants qui sont dans le bitume et qui vont pas souvent dans des forêts ou à la campagne, quoi. Donc c'était un moyen de parler aussi de ces histoires de cartes scolaires et d'inégalités à l'école et de servir de l'écologie dans le scénario pour différencier les écoles entre elles et apporter un projet qui fédère et qui permette aux collègues instits de travailler ensemble main dans la main pour un projet hyper noble. Ce qui est formidable dans le scénario que Karine et Hakim ont écrit, c'est qu'il utilise complètement les ressorts de la comédie pour partir d'un présupposé de cette équipe pédagogique qui sont tous d'horizons différents, de milieux différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et vont être confrontés, comme dans toute comédie, à un problème qu'il va falloir qu'ils résoudent ensemble. Donc, il y a vraiment l'idée aussi de ce collectif qui va se souder. Et c'est vrai que les thèmes qui sont sous-tendus dans le film, comme l'écologie, la mixité, sont vraiment traités par le prisme. Il y a beaucoup je dirais,
d'ironie bienveillante de leur part sur leurs personnages et sur les situations, mais n'empêche que le film, et comme l'a dit Karine, est aussi un film politique, mais on ne se prive pas de se moquer gentiment de tout ce monde voilà, qui est assez savoureux en termes de situation et de dialogue aussi, qui sont assez drôles. Je confirme que c'est un film assez drôle. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Et vous filmez ce qui est assez original, je trouve, le corps enseignant. Et tous les enseignants, alors vous le disiez, ils viennent d'horizons différents. Au final, ils vont quand même réussir à se fédérer autour de ce projet d'écologie et de nature au sein de l'école. Karine, vous avez été enseignante, vous avez enseigné pendant plusieurs années, et vous, Hakim, vous avez aussi travaillé avec la jeunesse. Vous vous êtes appuyé aussi, j'imagine, sur votre expérience passée pour écrire ce film. Oui, bien sûr, et même de notre histoire personnelle. C'est-à-dire que vrai, nous, l'école dont rêve Zaya, voilà, Zaya, c'est vraiment notre point de vue à nous dans le film. C'est-à-dire que là, on est de la même génération, et effectivement, quand elle montre à un moment donné ces photos de classe, c'est-à-dire que nous, voilà, ayant grandi à Aubervilliers, donc une ville de la banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, on l'a vraiment connue, cette mixité sociale à cette époque, et qui malheureusement a totalement disparu aujourd'hui, quoi. Donc effectivement, déjà c'est par rapport à notre histoire personnelle, et puis après c'est vrai que cinématographiquement parlant, Aubervilliers et tous ces territoires, ça reste un peu notre terrain de jeu. Là, c'est notre deuxième long métrage, mais on a fait énormément de courts métrages où on oppose ces différents regards entre le centre et la périphérie, quoi. Ouais, puis c'est une ville qui est en pleine mutation, on le voit bien d'ailleurs dans le film, et où des mamans n'arrêtent pas de demander à Zaya, d'ailleurs la directrice de l'école, mais où sont les petites têtes blondes, où sont les petites têtes blondes, et ça revient un peu comme un running gag, mais ça fait aussi partie de l'histoire. Et au final, est-ce que vous considérez que ce film est un film militant ou pas? Voilà, quel était le parti pris? Moi, j'espère que c'est un film politique, mais pas militant, j'espère. Parce que j'entends par là, j'espère qu'on n'assène pas de discours, parce que c'était pas du tout la volonté. On a essayé de rendre les situations et les personnages complexes. C'est-à-dire que la directrice est face à un choix par rapport à son propre fils à un moment donné. Elle se remet en question. C'est pas si simple. Chacun veut le meilleur pour son enfant, et en fonction du parcours qu'il a, il fait des choix. En fonction de ce qu'il a à se prouver, à rattraper de son propre échec ou pas. Enfin, moi, je pense pas être dans le jugement. Je pense qu'on a évité ça, et on évite aussi quand même le manichéisme, c'est-à-dire que Zaya elle-même fait un choix qui est discutable à la fin, et voilà. Et en même temps, c'est comme ça. Après, nous, ce qui était important pour nous, c'était de regarder ça, de mettre ça sur la table, et de voir comment chaque personnage arrive à jouer avec tout ça. Mais en tout cas, notre volonté, c'est pas on n'a pas vraiment de discours pour convaincre. J'espère juste qu'il y a assez de rire et d'émotion, parce que l'humour, c'est un super vecteur pour parler de certaines choses, même à des gens qui sont pas forcément convaincus ou très intéressés par la question. Je pense qu'en tout cas, par l'humour, on arrive à entrer dans le personnage et à être en empathie. Et à partir de là, c'est gagné pour suivre une histoire et pour se poser des questions. Je pense qu'on a fait beaucoup de débats aux avant-premières, et toutes les générations se sentent plus ou moins concernées, et c'est ça qui est super beau, je trouve. C'est au-delà de on a des enfants ou pas, c'est aussi les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre comme capacité à être en adéquation, à être en relation avec la nature, comment l'école se positionne là-dessus. Enfin, je trouve que ces questions-là, du coup, c'est quand même l'enfance, quoi. C'est les citoyens de demain, c'est pas rien. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se sentent concernés, et ça, c'est vachement bien. Du coup, nous, on a militant, ce serait imposer un point de vue, ou en tout cas une route à suivre. On n'en a pas, on n'est pas politique, on n'est pas payé pour ça, on n'est pas on n'a pas la responsabilité d'être un ministère. Par contre, on est là pour raconter des histoires, et vraiment le but, c'était que les gens ressentent des choses. Et encore une fois, le rire et l'émotion, parce qu'il y a des moments un peu plus durs, on parle de questions importantes. Je pense que c'est une bonne façon d'aborder un sujet et de permettre aux gens d'entrer dans l'histoire, et du coup de se poser des questions, en fait. Complètement. Et parmi les sujets abordés, il y a aussi ceux de l'éducation au sens plus général, puisque on voit vous proposer en tout cas une lecture de l'école publique où cette jeune instite qui arrive de la campagne et de province, emmène les enfants dehors beaucoup, quasiment quotidiennement. Ils mettent en place différentes choses au sein de l'école qui ne sont pas forcément des choses qu'on met en place aujourd'hui au sein de l'école publique, et qu'on va peut-être retrouver dans des structures
privées assez onéreuses, type école Montessori. Je parle en connaissance de cause parce que mon fils vient de rentrer à l'école. Donc voilà, c'est des sujets et des questions qui m'ont touchée. Et voilà, et donc là, vous proposez quand même une lecture différente de l'école publique où on essaye d'instaurer un peu, de mettre en place en tout cas cette philosophie. Alors je sais pas forcément Montessori, mais même inspirée des pays nordiques avec plus de nature au sein du parcours scolaire, etc. On connaissait les écoles Freinet publiques. Mais on a vraiment creusé la question et en fait c'est quand même ça s'est fait il y a des années. Enfin c'est une pédagogie qui touche beaucoup justement à ces idées, à l'écologie, au jardinage, aux animaux. Enfin ça a toujours été et l'école publique avait ça pendant pas mal d'années et il y a plus beaucoup d'écoles Freinet. Enfin c'est vraiment et c'est pourtant des écoles publiques et c'est un petit peu maintenant l'apanage des écoles privées comme Montessori pour qui c'est un vrai argument de vente auprès des parents en fait. Et c'est là où c'est vraiment dommage et parce que c'est je veux dire, même Montessori à l'époque où c'était gratuit en Italie, c'était dans les quartiers populaires que ces écoles naissaient et avaient du sens. Donc c'était aussi un rappeler combien c'est surtout dans ces endroits-là qu'il faut se concentrer sur ces questions-là d'écologie qui ne sont pas seulement réservées aux gens qui ont les moyens de mettre leurs enfants à Montessori ou d'aller en week-end à la campagne tout le temps. Enfin, du coup, c'est un moyen de rendre ça à l'école publique. Et ce qui existe, c'est pas toujours encouragé par la hiérarchie, mais dans plein d'endroits de France, il y a plein d'enseignants. C'est souvent des initiatives individuelles, mais il y a plein d'enseignants qui font ça, même dans un petit parc à côté. Mais après, les initiatives individuelles, à un moment donné, elles ont leurs limites. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que parfois, on leur met des bâtons dans les roues. L'administration aime pas trop ça. Et surtout, l'individu arrive à fonctionner, mais jusqu'à un certain moment. Si le collectif prend pas en charge et si c'est pas porté par une équipe, c'est compliqué de maintenir ça. C'est un sujet que j'aborde assez souvent avec le podcast, mais c'est aussi de montrer que l'écologie, ça nous concerne tous, qu'a priori, tous les enfants de demain seront confrontés aux mêmes conditions climatiques, qu'on a tous subi les canicules de cet été de la même façon, et encore plus difficilement quand on n'a pas les moyens, effectivement, d'aller se mettre au vert, etc. Et je trouve que le message qui ressort du film, et qui n'est pas du tout moralisateur, alors vraiment pas du tout, mais c'est celui-là aussi de dire, en fait, on est tous dans le même bateau, et aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce tournant vers un mode de vie plus durable. Et c'est évident que ça devrait être l'écologie devrait être enseignée dès le plus jeune âge, devrait être une matière en fait qui devrait d'ailleurs être à l'intérieur de toutes les matières qu'on enseigne parce qu'il y a des liens à faire entre compter, écrire. L'écologie devrait pas être. On est vraiment dans une culture en silo en fait surtout et moi c'est ce qui me rend folle et qu'on n'est pas encore compris que à la fois l'écologie mais la culture aussi devrait faire partie de tout ce que les enfants abordent dès la primaire. Et c'est vrai que les solutions dont parle Karine à l'échelle d'une école, selon la volonté de certains enseignants, c'est formidable, mais ça ne suffit pas. Et je ne sais pas si un jour on va comprendre que, parce que pour moi c'est vraiment des enjeux même de démocratie, à un moment donné, c'est donner une lecture du monde à des gosses grâce justement à une compréhension du monde. On ne peut pas comprendre le monde tout seul, on doit être accompagné et c'est vrai que voilà, c'est ce que le film propose, comme vous le dites tous les deux, sur une note à l'intérieur d'un film de cinéma avec une dimension politique et sans dire c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas on l'a bien vu dans les débats et les réactions que suscite le film, c'est que il donne envie d'aller plus loin. Je trouve que du coup, on a déjà fait, en tout cas, une part du trajet que nous, on avait envie de faire avec ce film. Ouais. Il donne envie d'agir, je suis bien d'accord. Est-ce que pour préparer ce film, vous êtes allé à la rencontre d'instituteurs? Alors, bon, vous avez, Karine, toi, tu enseignais, mais peut-être que, voilà, est-ce que vous êtes allé à la rencontre d'instituteurs ou de la mairie d'Aubervilliers? Comment est-ce que vous avez construit, en fait, le film? Si, Karim, effectivement, déjà, elle avait tout son background au sein de l'éducation. Et moi, effectivement, j'avais un regard un peu extérieur par rapport à tout ça. Donc, moi, j'avais vraiment besoin d'aller à leur rencontre. Effectivement, on a rencontré des directrices, des instits. On a rencontré ton ancien inspecteur d'académie, puisque effectivement, il y a une partie très documentée dans le film. On voulait pas totalement trahir non plus, même si ça reste une fiction. Il y a des enjeux dramatiques ou des lectures qu'on a facilitées parce qu'effectivement, c'est pas du tout un documentaire. Mais effectivement, on a fait une vraie immersion
au sein de l'éducation nationale à travers le regard de plein de points de vue. Donc, en plus, surtout qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est tellement délicat comme sujet et c'est tellement sclérosé comme institution. Et du coup, il y a pratiquement 850 000 profs en France et je suis sûr que c'est 850 000 points de vue sur la question. Mais du coup, effectivement, s'il n'y a pas un moteur au-dessus qui fait, parce que ça reste quand même les fondations de la nation, l'éducation nationale. Et si là, déjà, il y a ces enjeux de mixité sociale qui sont pas réglés et tout, effectivement, ça va être compliqué de réfléchir ensemble à autre chose. Mais en plus, c'est vrai qu'on parle d'écologie, mais comme le dit Marion dans le film, dans le développement d'un enfant, le rapport à la nature, c'est essentiel, en fait. C'est-à-dire, ça va au-delà de l'écologie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vital. Donc, et c'est vrai parce que même dans les endroits, dans les villages ruraux, certains profs ne sortent plus du tout, en fait. Ils restent vraiment enfermés dans leur école et c'est dramatique. C'est effectivement, paradoxalement, on est en train d'éduquer une nation où on est vigilant à tout. Enfin, on est parents aussi. Et c'est vrai que on est flippé au moins de trucs par rapport à nos enfants. Donc, il y a un rapport très délicat par rapport à ça. C'est pour ça qu'effectivement, quand il disait Karim, on évite d'être dans le jugement. Mais c'est vrai que la question aujourd'hui, effectivement, parce que là, on se rend compte que on nous a dit 2050, mais chaque année, on disait finalement, ça va être 2040, puis finalement, ça va être 2030, donc ça va très vite. Et si on prend pas tout de suite ces questions-là à bras le corps, ça risque d'être compliqué. Ça l'est déjà en réalité, mais voilà, maintenant aujourd'hui, c'est comment limiter la casse. Alors, vous parliez de Marion, qui est la jeune institutrice dans le film. J'aurais bien aimé qu'on revienne un peu sur le casting de ce film qui fonctionne très bien, où je le disais, en fait, c'est davantage les enseignants qui sont filmés plutôt que les enfants. Il n'y a pas tellement de portraits d'enfants ou assez peu finalement. Comment est-ce que vous avez choisi ce corps enseignant et voilà, quels sont les profils qu'on retrouve? Rachida Brakni, c'est la directrice, donc elle incarne Zaya. Donc elle est arrivée vraiment au tout début du projet. On savait qu'on a écrit pour elle. Vous la connaissiez déjà? Je la connaissais un peu, parce que j'avais juste été dans un jury avec elle, on était restés en contact parce qu'on avait déjà ça en tête. Donc déjà j'en avais touché 2 mots. Et ensuite ça c'est un peu, il y a des comédiens, Sébastien Chassagne, Mourad Boudaoud, on avait déjà tourné avec eux. Alors en gros Jérôme Sébastien Chassagne, c'est le bobo qui habite Paris, qui vient enseigner à Aubervilliers en trottinette électrique, qui met du déodorant bio, voilà. Bon, mais il le met pas forcément dans sa pédagogie au début du film. Après on a Mickaël, le prof de tai chi un peu barré, qui fait beaucoup de sport. On a l'impression que ses élèves font beaucoup de sport, qui a pas la langue dans sa poche. Et donc, on a Saïd, qui est joué par Mourad Boudaoud et qui est animateur, lui, au début du film. Il fait pas mal de fautes d'orthographe, mais en revanche, il a la vocation. Il a vraiment envie d'enseigner. Donc, Zaya est tellement en galère à un moment donné qu'elle est obligée de l'embaucher parce qu'elle elle en manque d'effectifs. Ça aussi, c'est mis en lumière dans le film, le manque d'effectifs. Ouais, c'est ce qui nous permet, nous, en plus, ça nous aide narrativement parce que du coup, il faut aller chercher d'autres gens. Et donc, il y a Jean-Pierre qui débarque à un moment donné et qui est donc Gilbert Melki, et qui était au RH, qui s'est fait virer et qui a plus qu'1 an à faire avant d'avoir la retraite. Donc il va se retrouver un peu, son personnage est assez réac, de droite, bien droite, un petit peu aigri, et donc voilà, il débarque parmi cette brochette. Et donc Marion qui arrive du Puy-de-Dôme et qui propose, c'est sa première année, elle a envie de. Et puis il y a aussi Fabrice qui est donc d'Icis, de son nom de scène, c'est Sérigne, donc qui interprète Fabrice. Et qui joue un rappeur qui a arrêté et qui a décidé d'être un stit, parce qu'il y en a plein qui viennent d'autres carrières et qui deviennent un stit à mi-parcours professionnel, quoi. Donc on avait envie vraiment d'une brochette très hétéroclite, qui s'entend pas forcément très bien au début, avec vraiment des parcours différents, des enjeux complètement différents, une implication très différente aussi. Et bon, ils vont finir par se retrouver sur un terrain d'entente, mais c'est pas gagné au début, et c'est ça qui était drôle de voir comment on allait les amener à se rapprocher. Ce qui est amusant, c'est que quand on a un film, ça prend toujours un peu de temps entre le développement, etc. Et quand on était au moment du scénario, plein de gens nous disaient, mais cette histoire de recrutement sur CV, mais c'est pas crédible. Et en fait, on s'est retrouvé à sortir le film à la rentrée scolaire où on a parlé que de ça. C'était à la une de tous les journaux. C'est pas glorieux, malheureusement, pour l'éducation nationale, mais c'est pour dire aussi qu'à un moment donné, la réalité nous a rattrapés. Évidemment, Karine et Hakim savaient bien déjà les problèmes qui existaient, mais qui n'avaient jamais atteint une telle ampleur que cette année. Et du coup, je pense qu'il doit y avoir aussi plein d'écoles aujourd'hui composées comme le film, de gens qui ont absolument aucun bagage en commun
et qui n'ont pas nécessairement non plus cette vocation d'enseigner et qui l'apprennent sur le tard. Je crois qu'on leur propose une formation de 2-3 jours, c'est ça? En 5 jours. Je crois que c'est 30 heures. Donc, on est quand même au cœur de l'actualité avec ce film et c'est quand même frappant. Complètement, et vous êtes aussi au cœur de l'actualité sur cette déconnexion à la nature, puisqu'il y a eu des dizaines d'articles qui sont sortis récemment sur le fait que voilà, la génération actuelle, d'enfants actuels, sera la plus déconnectée de la nature, celle qui se ressource le moins, qui connaît le moins bien les végétaux, les animaux, etc. Donc au final, le film, sur plein de sujets, il est vraiment d'actualité. Vous avez remporté le prix EcoProd. Alors, je ne connaissais pas ce prix et j'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu là-dessus. J'ai pas envie de trop teaser le film pour les auditeurs et les auditrices. Il sort demain en salle. Donc voilà, moi, je veux pas trop en dévoiler non plus. J'ai envie que les gens aillent le voir. Mais pour revenir sur le prix EcoProd, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et aussi ce que signifie de produire un film de manière éco-responsable, voilà. Alors, juste, c'est vrai que ça s'inscrit dans une démarche qu'on a déjà testée chez Wecourt pour des productions différentes, enfin des films qu'on a fait auparavant. Et évidemment que sur ce film, qui justement prône des valeurs d'écologie, ça nous semblait indispensable d'aller encore plus loin que ce qu'on avait pu faire par le passé. Donc, c'est évidemment le fruit d'une discussion avec Karine et Hakim, qui étaient tout à fait d'accord pour embarquer l'équipe aussi dans cette démarche. Alors, c'est vrai que le film s'y prêtait aussi, non seulement sur sa thématique, mais aussi sur sa géographie, puisqu'on tournait quasiment dans un seul lieu. On pouvait y aller en métro. Il n'y avait pas de jet privé pour aller sur le plateau. De toute façon, c'était pas vraiment l'esprit. Mais du coup, ça a quand même facilité les choses. On a mis en place un système de tri, une cantine. Enfin, après, c'est un tas de choses qui, d'ailleurs, progressent de film en film, parce que au départ, quand on a commencé, il y avait très très peu de démarches de ce type-là. Et d'ailleurs, on se fait accompagner avec une société qui s'appelle Sequoia, qui nous donne aussi des listes de fournisseurs qui sont plus vertueux que d'autres, etc. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on peut imaginer de tenter d'avoir une empreinte carbone la plus basse possible, sachant qu'un film, par essence, malheureusement, c'est bien la dichotomie parfois et la dissonance dans laquelle on peut se trouver, c'est que pour toucher des gens sur des sujets comme celui-ci, on est malgré tout obligé on peut pas faire autrement que de polluer parce que de toute façon, déplacer des gens, même si c'est dans un environnement très contraint, c'est quand même toujours une réalité, quoi. Donc, on n'est pas naïf par rapport à ça, mais en tout cas, on a vraiment tout le monde a en tout cas participé à cet effort d'être le plus vertueux possible. Et pour la première fois à Cannes cette année, EcoProd donc remettait un prix d'une présélection de films qui eux-mêmes avaient, soit par leur sujet, soit par leur méthode de tournage, remplissaient les critères, et ils ont donc choisi La Cour des Miracles, et on en était ravis, évidemment. Donc, c'est pas uniquement sur les méthodes de tournage, ça peut être aussi sur le sujet du film. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, mais en tout cas, je pense que le film était vraiment à l'intersection entre le fond et la forme, disons, étaient en parfaite synchronicité. Et vous, Carole, depuis combien de temps est-ce que vous observez un changement et que le monde du cinéma essaie de tendre vers plus de durabilité, ou en tout cas tant que possible? J'aurais dû interviewer Charles de Sequoia d'ailleurs il y a quelques temps, mais finalement voilà, on n'avait pas pu se rencontrer. Je pense qu'il vous dirait que le monde du cinéma n'est pas le plus rapide à adopter des méthodes de tournage vertueuses. Je dirais même que c'est presque une question de génération, parce qu'il y a, je crois que le premier film sur lequel on avait vraiment mis les choses en place, enfin, il y en a eu plusieurs, mais un autre film qui se tournait aussi dans une cité à Ivry qui s'appelle Gagarine, on avait vraiment aussi été très loin. C'était même des femmes issues d'une association qui sur place faisaient la cantine, donc on avait pu vraiment mettre des choses en place très innovantes. Mais l'ensemble de l'équipe était très jeune, et je pense aussi que pour imposer notamment des repas végétariens, parfois on se heurte à des équipes un peu moins jeunes, un peu comment dirais-je, habituées à des méthodes, etc., où ça peut râler.
pas mal même. Donc c'est vrai que c'est à la fois une question de génération, mais comme dans tous les secteurs. Et puis, le problème, c'est que quand on fait un film, le temps, c'est tellement précieux que tout ce qui détourne un tout petit peu les techniciens, les ouvriers de leur fonction, ça les embête, quoi. Ça, voilà, ça râle toujours un peu. Et en fait, on voit jamais les choses à travers l'écologie. C'est OK, si on a le temps, on le fait. Mais globalement, il faut vraiment se battre pour faire changer les habitudes. Après, je pense que quand les habitudes sont prises, c'est différent, mais on est encore dans un process qui est très nouveau. Le CNC a annoncé un plan triennal, je crois seulement cette année à Cannes, justement, à la fois d'information et d'accompagnement, etc. Mais c'est quand même très récent, ça aussi. Donc, les choses vont évoluer, mais je pense que ça vient aussi beaucoup des diffuseurs, des plateformes qui s'engagent, des festivals. Je crois que les festivals ont été les premiers à adopter des chartes environnementales. Cannes, je crois que c'est la 2e ou la 3e année. Donc, faut que ça vienne aussi d'institutions qui, si elles nous imposent, en étant partenaires des films, si elles nous imposent de nous-mêmes être vertueuses, ça va aussi obliger en fait les prods qui s'en fichent de le faire. Je crois que sans la contrainte, ça risque de prendre plus de temps. Mais en même temps, là, qu'un festival comme le Festival de Cannes remette ce type de prix, c'est quand même que ça bouge. Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment le Festival de Cannes qui remet le prix. Parce que justement, c'est toujours pareil. Nous, quand on a fait l'interview, c'était énormément de jeunes, effectivement. Et du coup, je crois que c'est une association où, donc du coup, en fait, ils le remettent pendant le Festival de Cannes parce que forcément, par rapport au cinéma, c'est une caisse de résonance énorme. Mais du coup, sur les réseaux sociaux, ils se sont quand même bien fait allumer parce qu'en gros, vous mettez un prix éco-responsable à un film et derrière, il y a Tom Cruise qui arrive en hélicoptère sur la croisette, quoi. Donc voilà, je fais la dichotomie du cinéma, il y a encore du boulot à faire. Mais elle est réelle, hein, et c'est vachement compliqué parce que c'est sûr que Cannes a adopté des mesures pour justement. Il y avait des voitures électriques, par exemple, quasiment. Je crois qu'il y avait plus que quelques voitures qui n'étaient pas électriques. Ils font des efforts à plein d'endroits, mais dès l'instant où vous déplacez des gens qui viennent du monde entier, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on n'invite plus les acteurs ? Moi, je suis d'accord. Hein, c'est un vrai problème de dissonance, quoi. Et c'est comme quand tous les gens engagés à Davos ou ailleurs parlent d'écologie et puis débarquent en jet privé, quoi. C'est aberrant. Bien sûr. C'est aussi des enjeux davantage systémiques et qui nécessitent une remise en question plus globale. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais déjà, de voir qu'il y a certaines choses qui s'amorcent et de se dire que des tournages peuvent être un peu plus éco-responsables, moi, je pense que c'est quand même assez encourageant. Vous citiez tout à l'heure Sequoia, qui a l'air en tout cas de faire un excellent travail. Moi, je les suis sur LinkedIn de manière assez active et ils partagent toujours beaucoup d'infos et de ressources et de chiffres concernant le secteur audiovisuel. Donc, pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse, j'invite à aller voir leur site aussi. Quelles sont les prochaines étapes là, pour votre film ? Donc, il sort demain en salle. Par la suite, j'imagine, de la promotion. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Vous le diffuser au sein d'écoles ? Comment est-ce que vous aimeriez le faire rayonner ? C'est sûr qu'il y a le dispositif collège et cinéma qui serait formidable pour le film dans un deuxième temps, parce que c'est généralement un dispositif qui se met en place 1 an ou 2 ans après la sortie du film. Mais nous, c'est vrai que, je vais laisser parler Karine et Hakim, mais c'est vrai qu'on a, au-delà de la satisfaction de rencontrer le public, on a très très envie que les gens s'en emparent, des associations puissent venir le voir. On a fait tout un travail pour justement essayer de mobiliser des associations à la fois dans le domaine de l'écologie, dans le domaine social, pour que le film soit un objet de discussion, d'action même. Donc ça, à un moment donné, nous, on peut aller jusqu'à mettre le film dans le plus grand nombre de salles et avoir fait tout ce travail en amont. Après, il faut que les gens puissent s'en emparer s'ils pensent que le film peut les aider à faire passer des messages. Et évidemment, on adorerait que notre ministre de l'Éducation voit le film. C'est vrai que voilà, c'est à eux aussi de faire un pas vers nous. Nous, on a essayé d'égrener le plus possible. Mais oui, ce serait formidable.
Elle a tout dit. Bah non, pardon. Non, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que j'ai rien à ajouter. Non, c'est voilà, c'est toujours la même histoire. Comme on disait tout à l'heure, on peut compter sur des initiatives individuelles et c'est formidable. À un moment donné, il faut que ça soit porté par les décisions politiques, sinon les gens s'usent. Et on fait appel à une énergie du coup qui va tenir à un moment donné et qui va s'épuiser. C'est normal. Donc, il faut aussi à un moment donné le rendre officiel, donner les moyens, inscrire ça dans le programme. Je pense qu'il y a des choses très très concrètes et pragmatiques à mettre en place et qui me semblent pas complètement dingues. Moi, je suis allée observer un institut qui emmène ses enfants de maternelle à Porte d'Aubervilliers, près du tramway, dans le petit square Rosa Parks, qui est quand même pas dingue, où il faut bien nettoyer avant parce qu'il est très sale. Il nettoie tout avec des parents pour que chaque, je sais plus, mardi matin, les enfants soient dans ce parc, quoi. C'est quand même dingue. Je veux dire, il fait ça, mais il est pas aidé. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient se mettre en place pour faciliter du coup cette demi-journée dehors. Et parce qu'en plus, au-delà de la nature, il y a aussi la liberté dans la nature. C'est aussi un périmètre précis, comme on décrit dans le film, où les enfants de maternelle, parfois en petite section, peuvent errer à l'intérieur de ce périmètre sans que l'adulte soit tout le temps sur son dos. Et c'est des moments, parce qu'on parle de la nature, mais la liberté, je trouve qu'il y a un vrai, il y a plein d'articles qui sont sortis sur ça. On est dans une génération hyper liberticide. Les enfants sont jamais libres. Et là, c'est un moment où ils peuvent reconnecter à la nature de façon complètement libre, sans contrainte, sans consigne pédagogique et en totale liberté d'agir à partir du moment où il blesse pas l'autre ne le blesse pas, et voilà. Et ça, c'est pas rien. C'est pas dans une cour de récré qu'on peut faire ça. C'est différent. C'est pas du tout la même approche et je pense que ça ouvre pas le même horizon pour l'enfant. Non, mais il y a une autre initiative dont je lisais un article qui s'appelle les pédibus et qui met en contact des retraités et des petits-enfants pour les emmener à l'école en groupe. Et en fait, c'est génial parce que c'est une manière de faire se rencontrer des personnes plus âgées, des petits, qui, sur le chemin de l'école, peuvent se parler entre eux, alors que bien souvent, ils sont, dans le meilleur des cas, à l'arrière d'une voiture, devant leur tablette, pendant que leur mère ou leur père s'énerve dans les embouteillages. Donc et c'est génial parce que c'est vraiment, ça les fait marcher, ça les fait effectivement être dans une forme de semi-liberté entre eux, dans un moment qui est pas encadré. Et voilà, des initiatives comme ça, il y en a plein, mais c'est la difficulté, c'est le changement d'échelle. C'est comment on fait pour rendre ça beaucoup plus global. Et c'est vrai que si les politiques à un moment ne s'en emparent pas, on reste très limité, quoi. On finira sur cette note qui, j'imagine, donnera envie aux auditeurs et aux auditrices d'agir et surtout de relayer le film pour que justement leur politique s'en empare. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Voilà, je mettrai évidemment tous les liens utiles dans la barre de description. Et puis, mon seul conseil pour les auditeurs et les auditrices, filez au cinéma dès demain. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.